Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Alors, vous le savez, l'actualité aujourd'hui, c'est la commémoration des 20 ans du naufrage du bateau le Joola, la plus grande tragédie maritime de l'histoire. 1863 personnes selon un bilan officiel, près de 2000 si l'on en croit les familles des victimes. Au total, 65 personnes seulement auront survécu à ce drame. Et voilà, nous en parlons ce soir, je vous l'annonçais tout à l'heure, puisqu'un confrère, Abdoulaye Cissé, vient de produire un documentaire sur le naufrage du bateau. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Sarah. Alors, je l'annonçais tout de suite, vous avez donc travaillé des semaines durant à la production de ce documentaire. Déjà, première question, comment vous est venue l'idée de faire un documentaire sur le naufrage du Joola? Et pourquoi 20 ans après? 20 ans, c'est presque une génération. 20 ans, il fallait marquer les 20 ans, bien entendu. L'idée, c'était ça, et nous n'avons pas voulu aussi rester dans la commémoration, de juste donner la parole à ceux qui parlent d'habitude. Nous sommes allés chercher ceux qui ont raconté l'histoire du Joola durant 20 ans et qui ne se sont jamais racontés. C'est sous le regard qu'on découvre certainement un autre drame, parce que ce sont aussi des êtres de chair et de sang qui ont vécu le drame du Joola sans jamais raconter leurs histoires. Ce sont des journalistes, des hommes de médias qui étaient soit des institutionnels dans la communication. Et puis, nous avons eu la chance de tomber sur des rescapés qui n'avaient jamais raconté leur histoire. Et sous un prisme quand même qui est assez touchant, nous avions préparé des paquets de mouchoirs pendant le tournage. J'espère avoir séché mes larmes en tout cas pour ce qui nous attend. On va suivre ensemble. En tout cas, ça donne envie de regarder tout ça. Voilà donc le documentaire sur le naufrage du Joola, proposé en exclusivité à vous, téléspectateurs de la TFM. On ne vous en dit pas plus. On vous souhaite juste bonne projection, on va dire. À tout à l'heure. Là, on avance en moins d'une minute. Il y avait encore un autre coup de tonneau. Boum! Et les lumières s'étaient éteintes. Et ça revient. Là, c'était la panique totale. La première impression, c'était l'incrédulité. C'était difficile de croire qu'une telle chose était arrivée. C'est peut-être parce que le Sénégal est un peuple de croyants que certains ont cru que c'était le fracas dont prévenait Allah dans le Saint-Coran. Al-Qari'ah. Mais qui peut dire ce qu'est ce fracas venu des profondeurs de l'océan? La nouvelle du naufrage du Joola a laissé les acteurs de l'époque et témoins de l'histoire incrédules, tétanisés, presque paralysés par la perspective de traiter une telle information. Ça évoque beaucoup de souvenirs. En tant qu'être humain tout simplement, mais aussi en tant que journaliste reporter. C'est des images qui défilent, c'est des sons, des cris. C'est beaucoup de sensations. 20 ans après, l'instant est figé en chaque personne et chacun a subi ou vécu le naufrage à sa façon. J'étais à mon bureau, c'est moi qui ai informé mon mari. Je me rappelle encore ce qu'il a dit exactement. Il a récité le Coran et il m'a dit Linga Waktu Diam. Je me rappelle exactement ce qu'il a dit. Et donc mes collègues sont venus dans mon bureau parce qu'ils savaient que j'étais de la Casamance. Et c'était juste horrible. Personne ne raconte jamais mieux la périlleuse odyssée du Joola que ceux qui ont dompté cette nuit-là du 26 septembre 2002, ce monstre de nos océans et du fleuve Casamance. Ceux-là qui ont défié la mer par temps de pluie et d'orages violents, et peut-être parce qu'il avait décodé le mauvais présage au départ du bateau à Ziguinchor que Malan Badji étaient des mieux préparés à affronter le pire. Bien avant l'arrivée du naufrage, au niveau de l'embarcadère même,
juste après que nous sommes montés sur le bateau, on a vu des agents des plongeurs et le service des sapeurs-pompiers qui plongeaient pour chercher un corps. J'ai demandé qu'est-ce qu'ils cherchent. Ils m'ont dit qu'il y a quelqu'un qui est tombé sous l'eau. Ils l'ont cherché pendant plus de 2 heures de temps, mais en vain. Et là, si c'était en société Diola, le bateau n'allait pas quitter le quai de Ziguinchor. Parce que là, on a un corps, un mort derrière nous qu'on n'a pas retrouvé. C'est un mauvais présage. En vérité, ce dernier départ du Diola n'a jamais été un voyage tranquille. Et l'escale des îles Caravanes n'a pas arrangé les choses. Jeu, échec et mat pour l'armée et la marine chargées de la gestion et de l'exploitation du navire. Les gars de Caravane ont quitté. Ils ont chargé leurs marchandises dans la précipitation. Il pleuvait et le bateau a pris les bagages du côté gauche. Après Caravane, on a su que quand on avance sur le bateau, on a l'impression que le bateau est incliné vers le côté gauche, est penché du côté gauche, de là où il a été chargé. Donc, ça aurait été moi, on aurait équilibré le bateau avant d'arriver à l'embouchure. Mais sur cet déséquilibre qu'on a continué notre périple. Une fois dans la mer, il commençait à faire nuit. On allait jusqu'à 20h, 22h, il commençait à pleuvoir. Une forte pluie, accompagnée d'un vent violent. Vers 23h, là, ça devient le sérieux. On a entendu un gros coup de tonnerre, comme si on a reçu un coup de canon qui dit boum. On ne savait pas qu'est-ce qui c'était. Moi, je disais aux gens, restez tranquilles, rien ne va se passer, comme s'ils en savaient quelque chose. Là, on avance, en moins d'1 minute, il y avait encore un autre coup de tonneau. Boum, et les lumières s'étaient éteintes. Et ça revient. Là, c'était la panique totale. Là, boum, encore. Le bateau a commencé à prendre l'eau du côté gauche. Là, je ne peux plus attendre. Je dis, là, c'est la sonnette, la dernière sonnette. Je me suis accroché sur la table encastrée du bateau, du restaurant. Au moment du drame, c'était le tour de la troupe Table Ferraille. Je me suis accroché sur la table encastrée et j'ai regagné la fenêtre. Dakar dormait déjà à point fermé, mais sur la terre ferme, rien n'échappe aux journalistes dont la mission est d'informer le pays de toutes les nouvelles. À l'époque, Sud FM est incontournable dans le paysage radiophonique. RFM n'existait pas encore. Ndeye Fatoussi était coordonnatrice de la rédaction de la radio de l'immeuble FAD. Le jour juste, parce que c'est au lendemain du 26 septembre, parce qu'il faut le dire, le Diola, le naufrage a lieu dans la nuit du 26 au 27. Et nous avons eu l'information assez tôt. Et à l'époque, c'était un journaliste présentateur, Ben Makhtar Diop. Assez tôt, quelle heure? Aux environs entre 7h et 8h. Et c'est Ben Makhtar qui était à la rédaction très tôt parce qu'il devait présenter le journal de 6h45 qui a eu cette première information, comme je l'ai dit tantôt, à travers une source. Ben Makhtar Diop, c'est lui. Il est préposé au journal en français et il a la primeur lui-même. Une amie qui était hôtesse de l'air qui me dit « Ah mais tiens, mais il se passe quelque chose. Vous êtes sur l'histoire du bateau Le Diola ?» J'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec ?» Il me dit « Mais le bateau n'existe plus, c'est fini, c'est terminé. » Je dis « Mais c'est pas possible. » Il me dit « Ah, c'est l'info que je te donne. » Alors, le recoupement commence. Mais ne pouvait pas, comme ça, donner cette information. Il a fallu d'abord y croire, mais avoir les informations nécessaires pour donner. C'est pourquoi Sud n'a pas donné l'information dès qu'elle l'a eu, parce que c'était un recoupement et qu'on a eu affaire avec des confrères qui étaient au ministère des Transports aériens, en l'occurrence l'affaire Rambal, était conseiller du ministre des Transports et de l'équipement de l'époque, M. Sarro. Et sur le coup, eux-mêmes n'étaient pas encore informés, donc il a fallu aussi... Attendez, Raphaël Lambal,
Raphaël Lambal, qui travaille au ministère des Finances, au ministère des Transports et de l'équipement, oui. Et dont on découvrira qu'il a perdu presque toute sa famille dans le drame. Pas presque, il a perdu toute sa famille dans ce drame. Et donc, comme tous les... À cet instant, est-ce que vous savez qu'il a sa famille lui-même? Justement, non. On ne savait pas qu'il avait sa famille. Il fallait maintenant voir le côté institutionnel. Je me suis permis d'appeler Raphaël Lambal. Il me dit, mais moi je suis à la capitainerie du port, je suis même avec le commandant. Mais le commandant qui dit non, le bateau sera là dans 15 minutes. Mais ce que j'ignorais, c'est que Raphaël avait toute sa famille dans le bateau. Et il finit par me le dire. Il me dit, je suis venu accueillir ma soeur, ma femme, mes enfants. Donc j'ai toute la famille qui était en vacances en Casamance. Donc toute la famille dans le bateau, et là le bateau ne peut pas partir comme ça. Je dis, ah moi je suis désolé. Jeudi 26 septembre, un jour ordinaire, un jour comme tous les autres de la semaine qui l'ont précédé, sauf peut-être que ce jeudi coïncidait avec le départ du bateau Le Diola de Ziguinchor. À la rédaction centrale de Sud FM, le processus de vérification mène à un psychodrame. Ben Makhtar Diop est en binôme avec Ndiaye Diop, qui officie pour le journal en Wolof. C'est un ami intime de Raphaël Lambal dont on imagine la détresse. bu ñu xalaatoon ne njabootam nañ ci bato bi ko wax parce que loolu dañ doon noonu mënu ñëw ñëpp ba mu des moom bu ñu xalaatoon rek moom moo ñu wax ne soxnaam ma ngi tuddoon Delphine ndeysaan indi woon na ko moom personnellement bu suma kër ndax man ak Raphaël Lambal. Et yow Raphaël sa promotionnaire waaw. sama promotionnaire amoon nañu yenn relation ay tabaski wala ay korité wala yenn fête musulmane yi wala sax yenn xew yu am ci kër gi daf daan ànd ak soxnaam ñu wax Delphine di ñëw suma kër boobu maa ngi dëkk Guédiawaye kon donc soxna si man xamoon naa ko personnellement kon suñu xamoon ne loolu amoon na wala njortu nañu ko moom duñu ko wante li ñuy wax réflexe journaliste ñu jàpp ne bu dara amee peut-être que bokk na ci moom ñi ko war a njëkk a yëg parce que ministre bi mel noonu bu amee dina ko woo wax ko ne ko am na lu xew lii ak lii moo am nan la ñuy def pour moom wax peut-être sur le plan communication rawatina communication de crise nan la ñu war a doxalee kan ak kan la ñu war a woo ak ñeneen la ñu war a woo donc moom mu ne loolu yëgul ñu ne kon fan la ñuy làmb ñu làmb port ñu ne ñu bateau bi mënul diig insubmersible maanaam maa ngi fàttaliku ki doon wax ak ñun jamono yooyu assurance bu mu amoon demoon na sax ba ñu xaw a tuuti. Eux-mêmes ont dû aussi aller, je suppose, à la vérification de cette information. Et c'est comme ça, au fil de la journée, des minutes, qu'on a été informé et qu'on a eu la confirmation que justement le bateau, a fait un naufrage au large des côtes gambiennes. On raccroche tout de suite et on se met à chercher. Il y avait aussi Maodo Malick Mbaye, les deux étaient conseillers du ministre des Transports et de l'Équipement de l'époque, M. Saro. Je me suis permis d'appeler Maodo Malick Mbaye, qui me dit je ne suis pas au courant, mais je te reviens. Un coup de fil au niveau de la Marine nationale. Mon capitaine de frégate qui me dit c'est vrai, information vérifiée, mais je ne peux pas aller au-delà. Après, c'est une commerciale de Sud qui m'appelle, qui confirme l'information et qui me dit je te donne un numéro. Donc il se trouve que c'était le numéro de l'inspecteur Ndiaye de Mahitalia qui au bout de fil me dit j'ai 16 corps dans ma barque et j'ai fait cap sur Dakar. J'ai été le premier sur les lieux du tram. Je dis ah bon, pour moi ça c'était déjà bien. Cet autre nom qui revient dans la bouche des journalistes comme contact au ministère des Transports, c'est lui, Malick Mbaye. Il se retrouve propulsé dans le dossier. C'est par un concours de circonstances professionnelles que je me suis retrouvé dans le dossier, si on peut l'appeler ainsi. Et j'étais à l'ATER. ATER, c'est l'Agence autonome des travaux routiers, qui est devenue aujourd'hui la AGEROUTE, qui est un démembrement du ministère des Transports à l'époque. Donc voilà mon contexte professionnel d'abord. Et au lancement du bateau Le Diola,
c'est-à-dire le voyage inaugural. J'ai été appelé parce que le conseiller en communication officiel du ministre et du ministère, Raphaël Lambal, était en congé. C'est comme ça donc, mais que je me suis retrouvé en tant que conseiller en communication chargé de dérouler tout le plan relativement au bateau Le Joola. Les journalistes le savent, ils tiennent là une information béton. Ce sont les contacts et même certaines autorités qui sont à la ramasse ce jour-là. Ce qui n'est en général que routine pour un journaliste pour délivrer une information devient un casse-tête pour le préposé micro quand il faut prendre l'antenne. Alors, avant de se jeter à l'eau, il fallait naturellement appeler. Et Sud avait un maillage extraordinaire. Elhadji Guissé à Kaolack, Mamadou Moussa Ba à Banjul, Elhadji Guissé, Ibrahim Gassama à Ziguinchor. Et Ibrahim qui me dit, bon, j'y vais, mais je ne suis pas au courant. Elhadji Guissé, Kaolack, me dit, je ne suis pas au courant. Après, Moussa Ba qui me dit, c'est possible, mais je vais vérifier. J'ai dit, le temps d'attendre, on ne sait jamais. La concurrence peut bien nous doubler. Puisque j'ai eu l'inspecteur Ndiaye de Mahitalia qui avoue avoir 16 corps dans sa barque, tout de suite, ça, c'est une info. Il ne connaît pas le capitaine de frégate qui m'a confirmé l'information. Il n'y a plus à attendre, il faut se jeter à l'eau. Mais il faut donner. C'est en arrivant à l'antenne que j'ai ressenti certaines émotions tout de suite. Je me suis même perdu parce que 16 en Wolof, je ne pouvais plus le traduire tout de suite. Corps en Wolof, je ne pouvais plus le traduire. À la limite, j'ai parlé de cadavre. Donc, c'est dire que c'était un moment assez difficile parce qu'on commençait à imaginer toute la détresse et tout ce qui allait advenir après les conséquences de ce naufrage-là. Pendant ce temps, et très loin de la lutte pour la survie, le bateau a fini de se retourner complètement. Il y a déjà des milliers de morts et de disparus. Le jour se lève en haute mer et un groupe de 24 est ensemble et déjà à bord d'une pirogue de secours. Mais que de péripéties pour se sauver. C'était peut-être mon destin. Je ne suis pas plus fort ni plus intelligent. C'était au bon moment et au bon lieu. Et par la grâce d'Allah que je me suis sorti du bateau. Et là, je sors du bateau, je pensais que j'allais plonger parce que le bateau a fait comme ça. Je me retrouve à 1 mètre de l'eau. Je dis que si je n'étais pas sorti à temps, l'eau allait me retrouver dans le bateau. Et là, je me retrouve dans l'eau, il y avait plein de monde. Pour être honnête, ma place c'était la basse classe. Parce que j'avais pris un billet de 3500. Mais j'avais un ami qui connaissait bien le bateau. C'était un cousin Wahani Nyassi, que je rends hommage. Il m'a dit, pose ton sac ici. Depuis le matin que je suis rentré dans le bateau, il m'a aidé à me faufiler jusqu'à me retrouver au top. Il est resté dans le bateau. Et moi, je vis et je prie toujours pour lui et pour d'autres qui sont restés dans le bateau. Pour être honnête, moi, j'étais dans le combat qui peut monter sur la coque. J'étais sur ce combat-là. On est resté plus d'une trentaine, vingtaine de personnes. C'était un concours. Qui va monter en premier sur la coque? Et si tu essaies de monter, ton prochain te prend par la culotte pour te remettre dans l'eau et pour prendre ta place. Il y avait une seule personne qui est parvenue à monter sur la coque. Une seule. Moi, j'avais 19 ans. Je n'avais pas de la force. Je savais nager. Maintenant, tout le monde s'accrochait sur moi. J'ai dit que là, je vais rester là à être leur bouée de sauvetage. Je fonce dans l'eau, je me suis déshabillé, comme je suis né. Là, quand tu me prends, je fonce et puis je m'échappe. Je me suis déshabillé comme je suis né. Je suis sorti du bateau sans habit, avant d'arriver à la sortie du bateau. Là, c'était le concours pour monter sur la corde. Comme ils étaient plus forts que moi j'ai pris un recul. Parce qu'ils me prenaient partout pour être au-dessus de moi, pour être au-dessus de parce qu'ils ne savaient pas nager. Sur les autres. Ils ne savaient pas nager. Voilà. Ils savaient, beaucoup de gens sont tombés sous l'eau, mais ils ne savaient pas nager. Ils s'accrochaient sur moi. Je me suis déshabillé. Et là, je ne peux pas me battre contre eux. J'ai pris un recul de 12 mètres. Et là, la coque était là.
j'avais laissé le combat de la coque. Je suis resté pendant plus d'1 heure de temps à faire des observations à 12 mètres de la coque. Il y avait plein de monde. Tout un chacun veut monter en premier sur la coque. À un certain moment, il n'y avait personne. Ils étaient épuisés. Épuisés, d'autres sont chavirés, sont noyés, d'autres ont tenté de nager à cette heure-là pour aller où? Je ne sais pas. J'étais le seul. Notre témoin rescapé est passé par toutes les étapes, par toutes les émotions, de la lutte pour la survie à l'angoisse d'être parmi les rares survivants. Moi, j'essaie de chercher des voies et moyens en nageant aux abords du bateau pour chercher tous les voies et moyens de monter sur la coque. Rien. À moi, je fais des navettes. À mon autre tour, je reviens, je trouve personne. Il n'était pas là. Et là, je dis que ça commence à devenir sérieux. Est-ce que je suis le seul rescapé de ce bateau? C'est en ce moment-là que je commençais à sentir la peur des questions des gens sur le continent une fois sur la coque. En milieu Diola, on va te poser que ça. Où est-ce que tu as amené nos enfants? Où est-ce que tu as amené nos enfants? À cet instant, tu n'en étais pas encore sorti, mais tu avais peur. Je commençais à avoir peur des interrogations. Parce qu'en milieu Diola, voilà, j'ai peur d'être survivant. Voilà le mot. Une fois survécu, il dira que ça, c'est un sorcier. Un sorcier que vous voyez comme ça. C'est en ce moment-là que je commençais à avoir peur aux questions. Où est-ce que vous avez amené nos enfants? Tu aurais pu te laisser mourir par la peur de revenir vivant. Mais c'est Dieu qui était là. Tu aurais pu te laisser mourir? Pour ces questionnements-là. Là, en milieu Diola, c'est très dangereux. Pour un jeune comme moi, pour pouvoir non seulement avoir ce fardeau du naufrage sur mes épaules et avoir ce fardeau d'un mauvais regard, au lieu de dire qu'il a échappé, c'est un miraculeux, mais ils vont le dire autrement. C'est lui seul qui a échappé. Tout ce bateau, tout le monde est parti. Et parce que j'avais 8 personnes. Je fais la navette. C'est en ce moment-là que je commençais à pleurer. Je connais la société d'où je viens. Je connais le milieu Diola. Le seul enfant de telle et telle personne est le seul survécu en milieu Diola. Ce questionnement-là, ça peut même te rendre fou. Ils vont t'accuser. C'est là que je commence à voir l'ampleur de l'événement. J'ai entendu une voix. Passez par la droite, vous parviendrez à monter sur la coque. Ce n'était pas difficile. On n'avait pas vu cette solution. Il y avait Patrick Ovraille, le seul Français. C'est lui qui m'a montré la voie pour pouvoir monter sur la coque du bateau. C'était pas loin, la solution était là. Mais dans la panique, les gens étaient là. Quand vous voyez la coque du bateau, la partie la plus saillante, les gens étaient là. Que tout un chacun voulait monter. Il y avait une seule personne qui est parvenue. C'est un noir, mais je ne l'ai plus revu. J'ai entendu une voix qui me disait passez par la droite, vous parviendrez à monter. J'ai suivi ses conseils, je suis monté sur la coque, je l'ai trouvé seul. Parce que le gars se dit que je faisais des navettes, à un moment donné, il n'est plus là. Il a peut-être peur, il a replongé dans l'eau. Pour aller où, je ne sais pas. S'il a survécu, je ne sais pas. En fin de compte, ils seront 64 rescapés. Officiellement, 1863 morts de 12 nationalités différentes.
Le commandant du navire fait partie de la liste des disparus. Le commandant Diarra est parti avec les secrets de cette odyssée. La justice sénégalaise a conclu que le commandant est le seul responsable, non-lieu pour tous les autres. Des procès ont été intentés ailleurs, mais les familles des victimes se heurtent à un mur infranchissable. C'est aussi cela le combat d'une mère. 20 ans que les Versace, Nadine et son époux courent pour honorer la mémoire de leur fille, Claire, restée dans le bateau. Vous gardez toujours l'image de ces 20 ans, les images de quand elle est partie, la joie qu'elle avait de son premier voyage, le billet qu'on lui a offert pour ses 20 ans. Elle travaillait bien à l'école, elle était en université. Et j'ai une photo d'elle où elle lève les bras au ciel, où elle nous remercie de ce voyage. Toute sa chambre, c'est l'Afrique. J'avais deux possibilités, ou de descendre et de m'effondrer par le chagrin. Et je parle, la famille, on s'est tous protégés, nous trois, mon mari, mon fils, ou je remontais. Et la psychologue m'a dit, votre force est multipliée par 10, par 20, parce que c'est la perte de votre fille, c'est votre chagrin qui s'est transformé en force. Et au-delà des autorités politiques, il y en a un que les rescapés tiennent en grippe. C'est le chef d'état-major général des armées de l'époque, le général Babacar Gaye. Nous sommes restés là. Une autre pirogue est venue nous dire qu'ils ont signalé les bateaux aux alentours pour venir nous sauver. Ils ont dit qu'ils ont déjà jeté leur filet, ils ne peuvent pas venir. Combien de fois c'est désespérant? La pirogue qui pouvait faire notre affaire est venue à l'aube. Regarde, de 23h jusqu'à l'aube, on a atteint un nombre de 24 à 25 personnes. C'est nous que la grosse pirogue est venue nous amener à l'aube vers le bateau coréen. Les Coréens là, ils pleuraient. On faisait un langage de signaux, par signe comme ça. Ils montraient leur téléphone comme ça. Ils appelaient les points au port. Personne ne prend. Ils pleuraient. Les Coréens qui ne sont même pas africains, ils ne sont même pas sénégalais, ils pleuraient. Comment est-ce qu'un bateau qui devrait donner à chaque 30 minutes l'alerte pour donner son point, là où il est, sa position, rien n'a été fait. Des fois, je dis que, est-ce que ce n'est pas une méchanceté? Tu devrais recevoir, tu dois recevoir chaque 30 minutes le rapport, la position du bateau, de 23h jusqu'à l'aube. Les Coréens là, ils nous montrent le téléphone, ils font comme ça là. Ils pleuraient comme ça. Pour vous illustrer encore, de 8h, 9h le matin, on nous amène dans la pirogue, le bateau coréen. Les Coréens nous acheminent vers la Gambie. Le soleil était vers là-bas, à 16h, je peux le dire, parce que je n'avais pas la notion de l'heure, parce que je n'ai pas l'heure exacte. Le soleil était là-bas. On n'était pas encore rentré à l'embouchure du fleuve Gambie. On croise la marine nationale. Nous qui avons roulé dans le bateau, de 9h jusqu'à 16h. Imagine-toi, même le bateau est lent. Il roule de 9h jusqu'à 16h pour croiser la flotte maritime sénégalaise qui va au chevet des rescapés. Voyez-vous? On avait un avion qui faisait la navette entre l'avion militaire, qui faisait la navette entre Dakar et Ziguinchor. On n'avait pas vu cet avion-là ce jour-là. L'avion a fait l'autre chemin, de Dakar à Saint-Louis, pour aller décorer des militaires. C'était au temps du général Gaye. Je me rappelle, j'étais jeune, mais je me rappelle. L'avion a montré le dos, le naufrage, de 23h au matin. Le matin, toi, tu prends l'avion, tu fais la flèche vers Saint-Louis. Ça, c'est un manque de respect. Jusqu'ici. Où est la transparence dans ce drame? Où est la transparence? Il y a un grand point d'interrogation. Pourquoi on ne renfloue pas le bateau? Pourquoi on ne rend pas les effets personnels? Pourquoi on laisse le bateau comme ça? Pourquoi on laisse les familles dans le désarroi par rapport à pas de mémorial, par rapport au mépris, par rapport à la banalisation de ce drame? Pourquoi? Pour qu'on oublie? Mais ce n'est pas possible. Et ici, on a remis un bateau à l'eau qui n'était pas navigable. Pourquoi? Pourquoi cette traversée était si nécessaire que l'État
n'a pas stoppé le fait qu'il avait déjà chaviré le 10 septembre et qu'il avait eu des avaries qu'on n'avait pas réparées. Donc pour moi, c'est un crime humanitaire. Pour comprendre aussi la nécessaire remise à l'eau du bateau, peut-être dans des conditions pas optimales, il faut remonter dans le contexte de l'époque. La reprise du bateau le Joola était une surpriorité de l'ancien régime. C'était une promesse ferme aux Ziguinchorois, aux Casamançais, que le bateau va bientôt prendre le large. C'est comme ça. Je me rappelle de la première visite au port liée de départ du bateau avec le ministre des Transports de l'époque, M. Youssouf Sakho, accompagné du ministre des Forces armées, Youba Sambou, et nous avons travaillé tout ceci avec la presse qui était là. Certains ont découvert avec nous, ont visité, et la date de lancement du bateau le Joola était donnée pour le 10 septembre 2002. Il y avait de l'engouement autour de ça, il y avait de l'espoir, il y avait toute une vie qui reprenait autour du bateau le Joola. Je me rappelle comme si c'était hier, le 10 septembre, j'avais proposé, et c'était validé, j'avais dit, Monsieur le ministre, je pense que nous devons faire le voyage ensemble, comme c'était dit, au lieu de lancer seulement, mais on doit organiser le voyage de presse. J'ai été chargé d'inviter l'ensemble des médias, et beaucoup de journalistes avaient pris part à ce voyage inaugural qui reste encore devant. Le temps passe et presse pour l'oubli, ce que refuse la communauté des vivants, familles et rescapés. Ce serait même un second naufrage. Le Titanic est peut-être un peu loin. Je vais parler de nos frères rwandais qui marquent le génocide chaque année. Et ce serait bien qu'on ait le même type d'engouement, le même type d'engagement de la part de tout le Sénégal. Je ne parle pas en tant que Casamançaise, je suis d'abord sénégalaise. Je pense qu'il n'y a pas une personne au Sénégal qui n'a pas été impactée ou qui ne se rappelle pas exactement de ce qu'elle faisait au moment où cette catastrophe maritime a été annoncée. Ça doit être une date marquante. Et je pense que c'est l'engagement de tout le monde, évidemment des officiels, de l'État, mais c'est une date qui doit rester dans la mémoire collective. Je parlais à quelqu'un qui me disait qu'elle a interrogé des élèves, des étudiants, qui lui ont relaté les faits du Titanic. Aidé en cela peut-être par le film qui a été fait sur cette tragédie. Mais quand elle a posé des questions sur le Joola, les gens avaient l'air de ne pas se souvenir. Ça s'est passé il y a 20 ans. Ce serait tellement dommage. Et je pense que ce serait une deuxième tragédie, une deuxième catastrophe pour le Sénégal si, parce qu'on ne s'est pas engagé suffisamment, on oubliait ce qui s'est passé. Ce n'est pas seulement pour faire pleurer dans les chaumières, c'est aussi pour que ça nous serve à ne pas recommencer les mêmes erreurs. Certains ne sont plus de ce monde, mais le flambeau est tenu pour aller chercher d'autres acquis pour honorer la mémoire du Joola. Monsieur Wade, il n'a pas respecté son peuple, ni les 12 nationalités. Et nous, encore moins les victimes. Les pupilles, ça a été un combat. Idrissa Diallo a mené un combat dans le comité du mémorial. Mon Dieu, qu'il nous manque. Et c'est un respect vis-à-vis de lui. Parce qu'aujourd'hui, nous étions dans le fait que main dans la main avec le comité, avec Aïdira Nassardine. Aujourd'hui, il y a une relève. Et nous, ça nous fait chaud au cœur parce que certains nous ont quittés. Nous, dans les familles françaises aussi, on a perdu aussi des membres. Et aujourd'hui, on attendait cette justice qui a été bafouée au nom de la France-Afrique. Parce que n'ayons pas peur des mots, hein. La France-Afrique, elle est au-dessus de beaucoup de choses. Et nous, on ne veut pas. On ne veut pas de problème politique dans le naufrage du Joola. Donc la justice, pour moi, avec l'expertise, les 9 mandats d'arrêt, parce qu'il y en avait d'autres. Pourquoi l'immunité vis-à-vis de Youba Sambou, ministre de l'Armée, Mamadou Boy? Pourquoi l'immunité? Pas pour les autres. Gay, général Gay, qui s'en va faire les remises de médailles à Saint-Louis le lendemain du drame, on lui a apporté le maximum de secours. N'est-ce pas? Et prendre à la légère. L'immunité aussi, casque bleu. Bon, et j'en passe, d'accord? Maintenant, un gars comme Saro, Youssou Saro, moi je dis que ces gens-là, ils sont lâches. C'est d'une grande lâcheté.
Et comment ils peuvent vivre en famille, comment ils peuvent regarder leurs enfants, comment ils peuvent regarder grandir leurs enfants, que nous, on ne voit pas grandir nos enfants, que certains ont perdu leur père, leur mère, des amis. Moi, pour moi, mon cœur est pour tout le monde. Mon combat aujourd'hui, c'est 12 nationalités. Dans le secret douillet du cabinet du ministre des Transports et de l'Équipement, il y a énormément de regrets et il se dit même que Youssou Sako, ministre des Transports de l'époque, a même offert sa démission tout de suite au président Wade, le chef de l'État qui ne l'a pas accepté de suite. Mais ce que je peux dire, et que personne ne peut nier, c'est que ça soit du côté du ministère des Transports, que ce soit du côté du ministère des Forces armées, on était sûr que le bateau avait rempli toutes les conditions de navigabilité. C'est la raison pour laquelle on y avait embarqué, nous tous, et je me rappelle qu'il y a même il y avait des familles proches de certaines autorités qui étaient invitées. Ce n'est pas seulement les deux ministres qui étaient à bord. Mais si je dois vous dire, moi, dès le début, j'ai été impressionné par la surcharge. Moi, aujourd'hui, 20 ans après, c'est que pour moi, ma conviction forte et profonde, c'est que le bateau a coulé, pour moi, plus pour des raisons liées à la surcharge qu'à autre chose. Mais la surcharge était là. Dès le lendemain, c'est-à-dire le jour après l'annonce, certains journalistes et certains médias ont rappelé l'alerte que le ministre lui-même, le ministre Youssou Sako, avait fait sur la situation. Il avait alerté sur, je pense qu'il avait fait un rapport sur la surcharge. Il avait fait également un rapport technique. Vous pouvez nous le dire, vous avez peut-être organisé la fuite aussi, c'est un élément de défense pour le ministre. Oui, non. Je veux dire que pas à notre niveau, au niveau com. Mais ce que je peux dire, c'est que dès le lendemain, le ministre était dans les... Lui, il avait dit qu'il démissionne. Il va démissionner. Et je pense qu'il avait pris l'option de démissionner dès le lendemain. C'est maintenant des pressions qui sont faites pour dire, écoutez, attendez d'abord que la situation avance un peu, demandez l'avis du président. Mais ce que je sais, je me rappelle très bien, le jour quand j'ai quitté l'embarcadère, je suis venu au bureau. Bon, le bureau était long, je l'ai vu assez loin, le visage aminci. Il était seul dans son bureau. Et c'était très dur. C'était très dur. Je pense que c'était très dur. Parce qu'on se rappelle qu'on aurait pu éviter tout ça. C'est le mot qu'il m'a lancé. Des regrets? Oui, des regrets. En me disant, je parle bien de Youssou Sako. Comment on vit ça avec... Est-ce qu'on vit ça sur la conscience, en portant ça sur la conscience? Non, il n'a pas dit par rapport à sa conscience, lui. Mais je pense qu'il l'a dit parce que ce que j'ai pu comprendre, c'est voilà quelqu'un qui se dit, et pourtant j'ai tout fait pour que, j'ai alerté, j'ai tout fait pour que ça n'arrive pas. Qu'un drame pareil n'ait pas créé de grands bouleversements dans l'appareil d'État peut étonner aujourd'hui encore. Mais à l'époque, un homme a affronté seul, stoïque, la colère des populations. Maître Wade a certainement rusé, mais il a réussi à calmer la colère sous-jacente. Abdoulaye Wade était un homme exceptionnel. Parce que de la façon dont il a géré cette crise, quand il est sorti de son bureau, il est venu devant les grilles du palais, rencontrer les Sénégalais, leur dire cette phrase: les coupables seront châtiés, ils seront punis. Personne ne sera épargné, ça a fait baisser la tension. Ça aurait été le cas aujourd'hui. Je me demande si les autorités actuelles allaient pouvoir gérer cette crise-là comme l'avait fait Abdoulaye Wade. Le devoir d'introspection a duré le temps de l'oubli. La justice est passée, pas de responsable. Les familles des victimes ont été indemnisées. Les miraculés tiennent une carte de rescapés du drame du Joola dans leur calepin. Nadine Versace revient assez souvent comme en pèlerinage au Sénégal.
Ma fille a aimé ce pays parce que sur le répondeur, elle nous avait dit que c'est beau. Donc, moi, je ne connaissais pas l'Afrique, elle non plus. Elle l'a découvert. Quand elle est venue, elle en rêvait. Et moi, je l'ai découvert aussi. Et j'aime ce pays. J'aime cette solidarité. Moi, j'ai toujours défendu qu'il faut arrêter de dire que c'est un naufrage en Afrique et que la peau est noire, donc on banalise. Non, il faut arrêter ça. 2002 n'est pas 2022 dans ces mutations de notre société sous le prisme des évolutions technologiques. Deux visions s'affrontent aujourd'hui sur l'impact qu'auraient pu avoir les médias sociaux si le drame avait lieu en 2022. J'imagine avec tout ce qui se passe, parce que plus tard, on a eu le décès de Ndongolo, les gens se sont permis de filmer la dépouille jusqu'au moment où on l'inhumait. Donc si on était en 2022, ça allait être très catastrophique parce qu'aujourd'hui on ne parvient plus à gérer tout ce flux de chaînes digitales, les unes plus féroces, plus offensives que les autres, qui cherchent à faire mal, qui cherchent à avoir du buzz, de l'audience, et plus ça fait mal, plus c'est regardé, plus tu as de vues. Heureusement que cela soit passé en 2002. Moi, ce qui m'avait choqué au début du drame, il n'y avait pas la communication comme maintenant. Beaucoup n'avaient pas la possibilité d'acheter un téléphone portable, n'avaient pas l'informatique, n'avaient pas le net. Ça a beaucoup évolué à partir du moment où on a pu avoir cette communication. Mais moi, j'apportais des téléphones un peu partout pour dire qu'il y ait de la communication. Parce qu'on essayait de bâcher ce drame. Et on essayait aussi d'induire les familles de victimes en erreur. On ne peut pas renflouer parce que c'est pas religieusement, ça se fait pas. Malam Badji fait sa vie en cuisine dans une clinique de Dakar. Dans la famille, on n'avait pas trop le Diola. Son chemin de résilience, il l'a trouvé dans la religion. Quant à Ben Maktar Diop, et c'est valable pour tous les autres journalistes ayant vécu le naufrage du Diola, il y a eu un avant et un après dans la sociologie du traitement de l'information. Parce que de telles infos vous arrivent, vous ne pensez pas aux familles éprouvées. Il y a une fille du nom de Diouf, je ne sais pas si elle s'appelle Khadi ou pas, que j'ai rencontrée dans mon quartier. Et le jour où l'info a été donnée, vers 18h30, un de ses parents, je suis réveillé, j'étais au balcon. Le monsieur est revenu du port, il m'a regardé, il m'a dit, tu te rends compte que Khadi est parti? J'ai dit, c'est qui ça Khadi? Il me dit, la jeune fille que tu saluais ici. Et tu as donné l'information comme si tu n'avais pas de parents dedans, mais Khadi c'est ta sœur. Donc, j'imagine avec tout ce qui se passe, parce que plus tard, on a eu le décès de Ndongolo, les gens se sont permis de filmer la dépouille jusqu'au moment où on l'inhumait. Donc si on était en 2022, ça allait être très catastrophique. Qu'est-ce que ça a changé en toi, ce drame du Diola? Dans ta façon de vivre, dans ta façon d'être? La chassesse, ça m'a élevé, une élévation. Ça, ma croyance, côté religieux, ça m'a élevé. Parce que dire que j'ai frôlé la mort, ou bien j'ai vu la mort, ça c'est aller trop loin. Mais je ne peux pas te dire le jour j'étais de quelle religion. Parce que j'ai invoqué le nom de tous les dieux, de tous les saints. Aujourd'hui, je me suis retrouvé là. Et j'ai repris mon chemin de musulman. Mais le jour-ci, à la seconde près, je ne savais pas de quelle religion j'étais. Parce que j'ai invoqué de tous les noms des saints. Et qui t'a sauvé? Dieu. Mais de quelle religion? Je ne pourrais pas te le dire le jour-ci. Là, voilà, des récits très poignants. Félicitations à Blaise Cissé pour ce documentaire de haute facture que vous avez produit sur le Diola. On voit pleurer dans le documentaire. Alors j'imagine que des grands reportages et documentaires, vous en avez fait. Mais pour celui-ci, l'émotion était vraiment à son comble, j'imagine. C'est d'ailleurs difficile de revoir les images. Hein. On n'est pas habitué d'ailleurs à se regarder, mais comme on était sur le plateau, on a regardé ensemble.
Effectivement, j'ai une pensée pour chacune de ces personnes qui vit avec ce naufrage à sa façon. Chacun a une histoire personnelle. Et je pense que les gens qui sont habitués à nous raconter les histoires et qui ne se racontent pas, vivent parfois des drames qu'il est bon de sortir pour se soigner. Je pense que c'est une thérapie. Pour moi, je l'ai vécu aussi. Je n'étais pas qu'un journaliste qui fait ce reportage-là. J'ai eu j'allais dire la chance d'avoir été journaliste en 2002 et d'avoir vécu des choses que peut-être qu'on ne racontera peut-être pas, ou peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais c'est ça aussi la part d'histoire personnelle de chaque personne rencontrée dans ce document. Justement, ce sont des journalistes qui interviennent essentiellement dans ce documentaire. Quel est le contexte médiatique un peu de l'époque? On l'entend souvent dans le documentaire. D'ailleurs, 2002 n'est pas 2022. On sait que l'envergure du paysage médiatique sénégalais a bien changé depuis. Il y a deux grandes radios, Sud FM et Walfadjri. Évidemment, tout se joue entre ces deux radios. Et 20 ans après, d'ailleurs, je pense qu'on n'arrive toujours pas à savoir qui c'est qui donne l'information en premier. Mais bon, ce n'est pas le plus important. Je pense que le plus important, c'est d'assurer une couverture professionnelle, éthique et responsable de cette affaire-là. Responsable parce qu'évidemment, on n'a pas raconté tout ce qu'on a vu. Je peux témoigner pour Mamadou Moussaba que moi-même, j'ai rejoint en renfort à Banjul. Mamadou Moussaba, moi-même, nous avons participé à enterrer des corps, parfois qui ne sont pas sortis en entier, sur la plage de ce village de Sagna à Banjul. Vous savez, pendant 3 mois, les pêcheurs gambiens ne sont pas allés en mer. Parce que les premiers jours, quand ils ont jeté leur filet, ils ont ramené ces corps. Parce qu'en réalité, ce qu'on n'a pas assez dit, c'est que c'est le drame du Diola, mais ça se passe plus au large des côtes gambiennes que dans les eaux sénégalaises. Il n'y a aucun corps qui a dérivé au Sénégal, mais il y a énormément de corps qui ont dérivé en Gambie et qui ont été inhumés sur place pour garder une sépulture digne pour toutes ces personnes qui sont sans nom et qui sont restées dans ce bateau. Le contexte médiatique, il est cela. Il est aussi qu'il y a la presse écrite, pas beaucoup de titres comme c'est le cas aujourd'hui. Je citerai juste 2 exemples. Elhadj Kassé était directeur général du Soleil, média public. Makhtar Sylla venait juste d'être remercié directeur général de la RTS 15 jours avant. C'est Abdou Khoudos Niang qui le remplace et qui doit gérer cette situation-là. Mais on connaît la situation des médias publics. L'essentiel, en tout cas, de l'information auprès du public, c'est joué entre les 2 radios, notamment RFM, je dis RFM, qui n'existait pas encore, je le dis dans le document, entre Walfadjri et Sud FM, bien entendu. Il n'y avait pas non plus de médias. On était à l'époque du 3310, on ne pouvait même pas envoyer de photos. C'est peut-être bien heureux qu'on n'ait pas pu envoyer de photos parce qu'on ne pouvait pas montrer tout ce qu'on a vu. Ndeye Fatou Sy n'a pas pu parler de ce qu'elle a vu quand elle a été au port et que le premier conteneur, vous vous imaginez, un conteneur qui ramène des corps qui sont juste entassés dans le conteneur pour pouvoir être évacués. Bien, 20 ans après, les traumatismes, on va dire, sont toujours là, bien présents. Traumatisme parce que le drame n'a jamais été résolu. Traumatisme parce que l'épave du navire n'est toujours pas renflouée. Traumatisme parce que le projet de mémorial est encore on va dire que le mémorial est encore au stade de projet à Blaye Cissé. Je crois qu'il y a quelque chose de pas sérieux dans la gestion de cette affaire-là. Évidemment, il semble-t-il que la justice est passée et a conclu à des non-lieux. On a chargé le commandant du bateau, le commandant Diarra, qui fait partie de la liste des disparus. Et puis circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a qu'au Sénégal que les choses peuvent se passer comme ça. On n'a même pas cherché à faire la vérité dans cette affaire. Parce que qui peut croire qu'on pouvait solder cette affaire-là au bout de moins de 12 mois? Le procès a eu lieu en 2013. Ce n'est pas possible quand on n'a pas sorti l'épave du bateau, quand on n'a pas envoyé ces images dans l'épave du bateau qui sont difficiles à soutenir. C'est des images
de Ali Haïdar, on lui rend hommage aussi, qui aujourd'hui peut-être vit ce 20e anniversaire du drame du Joola, un peu affaibli, on le sait, mais on lui souhaite encore prompt rétablissement. Je n'ai pas envie de manquer de respect au galon du général, chef d'état-major général des armées à l'époque, mais je n'aimerais pas être à la place du général Babacar Gaye, qui doit porter sur sa conscience quand même la lenteur des secours. Avec cet avion, c'est avéré qu'il a pris pour aller à Saint-Louis. Et on ne peut pas imaginer que l'état-major n'ait pas été au courant que le navire avait chaviré, parce qu'il quitte Dakar à 8 heures pour aller à Saint-Louis. Un bateau qui doit envoyer des rapports de situation, de position, comme on dit, toutes les 30 minutes, et qui n'en a pas envoyé toute la nuit et qu'on ne s'est pas inquiété, ce n'est pas possible. Je pense que les gens ont fait dans la désinvolture, ils ne se sont jamais mis à la place des Sénégalais. Ils n'ont pas le parti pris, tous autant qu'ils sont, ils n'ont pas le parti pris du pays. Cette affaire-là n'aurait pas dû passer comme ça, et que 20 ans après, qu'on en soit là, qu'on ne cherche même pas à soigner ces rescapés. Ce type-là, j'ai du respect pour Malang Badji, je ne dois pas l'appeler ce type. Il vit avec ce traumatisme-là de s'être sauvé, mais d'en être à être angoissé de retourner sur la terre. Comment on allait montrer du doigt ses parents? Vous avez cet enfant sorcier en milieu Joola, comme lui-même le dit, on l'aurait pointé du doigt. Heureusement, à Tiong, il est de Tiong Kessil, il y a 4 rescapés à Tiong Kessil. Ce qui l'a sauvé une deuxième fois. Il s'est sauvé du naufrage et il a été sauvé aussi du regard des autres. Évidemment, il y avait une commission, cellule d'appui psychologique. On rend hommage au docteur Oumar Ndoye, à Mamadou Mbodj et bien d'autres qui ont travaillé dans cette commission. Mais honnêtement, il n'y a pas de suivi. Il faudrait que les autorités aient parfois le parti pris de la communauté. C'est le parti pris de la communauté qui a manqué. On ne peut que rendre hommage aux 12 nationalités de victimes. Comment ne pas saluer cette brave dame Nadine Versace qui vient au Sénégal tout le temps. Un dernier mot quand même sur est-ce que les médias sociaux auraient été utiles ou pas. Peut-être pas dans les dérives constatées ces dernières années, mais oui, que les familles des victimes auraient aimé pouvoir amplifier leur message pour mettre plus de pression. Quand Ben Makhtar Diop dit que le président Wade est un homme exceptionnel, je me permets de rectifier pour lui. Peut-être dans la ruse de calmer la colère, mais dans sa gestion, c'est une catastrophe. Et heureusement, pour l'essentiel, ils sont tous vivants. Le général Niang, qui était ministre de l'Intérieur, n'est plus là, mais pour l'essentiel, ils sont tous vivants. Pour pas qu'il l'emporte et qu'il le porte encore sur la conscience, ce n'est jamais trop tard d'ouvrir ce dossier quand même. Et j'espère que le Sénégal va solder cette histoire un jour. En tout cas, merci beaucoup Ablaye Cissé. Encore une fois, félicitations pour ce documentaire. On espère qu'il va permettre de bousculer les lignes et qui va permettre justement d'accélérer un peu plus la cadence autour du renflouement de l'épave du navire, mais aussi de l'édification du musée mémorial, parce que c'est important pour les victimes de se souvenir et d'enfin pouvoir faire leur deuil. Oui, juste sur une dernière chose. Un tout dernier mot pour une des victimes qu'on ne voit pas dans ce document parce qu'évidemment il y aura une suite. Cheikh Niang, qu'on voit brandir son diplôme. Cheikh Niang travaillait dans le bateau comme petite main. Il était ouvrier dans ce bateau. Figurez-vous, c'est quelqu'un à qui on n'a même pas offert du travail. C'est déjà le processus de réparation que d'encadrer ces gens, de leur offrir du travail, de les accompagner dans leur résilience. Tout dernier mot, mais vraiment j'en termine par là. Le jour où Idrissa Seck, Premier ministre, va à Ziguinchor pour annoncer qu'on va indemniser les victimes, 10 millions pour chacun. Le même jour, Fodji Boleitika était ministre de l'économie maritime, de la pêche et de l'économie maritime. Modou Diagne Fada était ministre de l'environnement. Ils ont voulu faire payer à des Espagnols qui faisaient un transfert de dauphins parce qu'ils créaient un bassin au Sénégal et le bébé dauphin était mort. Ils les ont facturé 40 millions pour ce bébé dauphin qui est mort. Nous au Sénégal, on paye 10 millions par victime. Cherchez l'erreur. Merci en tout cas Abdoulaye Cissé.
pour ce documentaire proposé en exclusivité aux téléspectateurs de la télévision Futur Média. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la télévision Futur Média, le miroir du Sénégal.